Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche, point de vue sur la vie des laboratoires de l'UHA, est une émission produite par le service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Haute-Alsace en collaboration avec Radio MNE, coordonnée par Isabelle Lefebvre, chargée de l'action culturelle, et Laurent Vonat, enseignant-chercheur. Avis de recherche, une émission de Carole Écoffé. Ce n'est pas une nouvelle science, mais une approche, un état d'esprit, voire une philosophie qui consiste à étudier la nature sous toutes ses formes, animaux, plantes, micro-organismes ou écosystèmes, pour résoudre des problèmes d'énergie, de santé, de pollution ou d'approvisionnement en eau. Cela concerne des physiciens, des mathématiciens, des biologistes, chimistes ou écologues, mais aussi des anthropologues, sociologues, économistes et même des philosophes. Il ne s'agit pas de tout réinventer, ni même de copier la nature, mais de s'en inspirer pour faire de nouveaux matériaux ou procédés. Nous devons tirer parti intelligemment de la nature, sans arrogance, avec respect et partage. Sinon, l'avenir de l'humanité sera très sombre. Le biomimétisme n'est pas la panacée, mais une opportunité pour la transition écologique. Léonard de Vinci disait « Scrute la nature ». C'est là qu'est ton futur. Voici un extrait d'un article de Caroline Schaub, paru dans Libération du 26 février 2015. On y parle du biomimétisme, thème abordé dans l'édition de ce jour. Et pourquoi ? C'est qu'on est en plein dans l'actualité de l'UHA, puisque jeudi 1er et vendredi 2 juin, nous avions un colloque organisé par l'Institut des sciences des matériaux de Mulhouse, ou IS2M, et qui a accueilli des chercheurs pour parler du biomimétisme et de ses applications. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir l'organisateur de ce colloque, Laurent Piocheux, qui est chargé de recherche à l'IS2M, ainsi que Asna Mahayouf, qui est doctorante. Nous aurons également l'opportunité d'écouter les interviews de 2 autres intervenants de ce colloque, à savoir Olivier Amand, ainsi que 2 artistes, Sandra et Gaspard Bébier-Valérian. Tout d'abord, bonjour Laurent Piocheux. Bonjour Carole. Donc, vous êtes chercheur à l'IS2M, donc vous êtes arrivé sur Mulhouse en 2014 et avant vous avez un peu voyagé, un postdoc à Singapour. Alors oui, j'ai fait d'abord mon DUG en Polynésie française, Pas mal. à Tahiti. Et oui, après je suis revenu en France faire ma thèse et après je suis reparti à Singapour pendant 5 ans. Et je suis revenu en postdoc à Mulhouse. Puis après, j'ai été recruté au CNRS. Voilà, D'accord. 2016. Alors, il me semble que l'Institut de sciences des matériaux, on y croise plutôt des physiciens, des chimistes, un peu moins de biologistes. Pourtant, vous êtes dans un groupe dans lequel la biologie a une part importante. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail ce que vous faites ? Alors oui, donc avec Asna, on fait partie du groupe Biointerface. Donc on est donc des biologistes et des biochimistes et on travaille à l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse. Je crois que tu connais bien. Oui, ça va. Et donc dans le groupe, on s'intéresse aux interactions entre le vivant et les matériaux. Donc le vivant au sens large, à différentes échelles. Ça peut être des protéines, des virus, des bactéries, des cellules, des tissus et même des organes. Et on essaie de comprendre avec les moyens dont on dispose à l'Institut comment ces objets vivants vont interagir avec les matériaux et quels sont les signaux importants qui vont influencer leur comportement. Donc ça peut être par exemple des signaux chimiques, mécaniques ou topographiques. On a par exemple un projet qui vise à comprendre comment les cellules et les tissus sont capables de sentir les variations de courbure dans leur environnement. Et grâce à des techniques de microfabrication, on va générer des matériaux avec une topographie particulière qui va présenter des variations de courbure. Et on va suivre les réponses des cellules par des approches d'imagerie. Donc, grâce à ce type d'approche, on a pu mettre en évidence, par exemple, que les tissus et les cellules étaient capables de migrer en fonction de la courbure. Donc, c'est un mécanisme qu'on appelle la curvotaxie. Et donc, on cherche maintenant à utiliser un peu ces courbures pour contrôler un peu la migration et la morphogénèse des tissus. Donc, on ne s'intéresse pas uniquement au niveau de l'interaction cellules-matériaux, mais aussi au niveau de l'échelle moléculaire. Par exemple, on s'intéresse à l'effet des matériaux sur la stabilité des protéines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
Donc, je ne sais pas si je continue un peu à détailler Alors, nos activités. Oui, alors là, j'essaye de visualiser. Ça veut dire que dans ce que vous allez étudier, typiquement, ça va servir si on va mettre des implants ou si on va mettre des choses à l'intérieur du corps humain, ou ça a des autres applications en termes... Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect vraiment fondamental où on va essayer de comprendre les mécanismes qui sont mis en jeu pour sentir l'environnement. Et après, il y a un aspect appliqué. On va utiliser ces connaissances pour développer après soit des nouveaux matériaux, soit des méthodes de fonctionnalisation qui vont permettre une meilleure intégration des tissus, par exemple. D'accord. Lorsqu'on fait des greffes ou pour des médicaments ou des implants, dans quel peut cadre? être très varié. Donc, par exemple, j'avais commencé à en parler pour les conteneurs pharmaceutiques. Par exemple, on sait que les matériaux vont entraîner en fait la dénaturation des protéines qu'on veut stabiliser. Et donc, nous, on étudie un peu ces mécanismes-là et on va essayer de développer des matériaux qui vont stabiliser ces protéines, par exemple. D'accord, ok. Oui. Ok, donc oui, je commence à voir la place. C'est vraiment l'interface entre les matériaux et la biologie. Donc, on a besoin des deux compétences. Exactement. C'est pour ça qu'on travaille dans un institut de sciences des matériaux. Donc, on a à notre portée des physiciens et des chimistes qui vont nous aider à essayer de comprendre avec leurs outils, avec leurs connaissances, ce qui se passe à l'échelle moléculaire, par exemple. Donc avec des différentes techniques qu'ils maîtrisent. Donc c'est très important d'être dans ce contexte-là pour adresser nos questions. D'accord. Et donc, la thématique du jour, c'est le biomimétisme. Et vous vous inspirez pas mal de ce qui se fait dans la nature pour imaginer les systèmes que vous allez mettre en place. Vous les étudiez. Il y a en fait des allers-retours entre l'étude des systèmes biologiques et ce que vous faites. Alors tout à fait, mais la thématique biomimétisme, disons que c'est quelque chose qui est assez récent dans le laboratoire. Jusqu'à maintenant, on étudiait plutôt, disons, les mécanismes d'interaction donc entre les tissus et les matériaux, sans vraiment essayer de détourner la biologie. Et puis là, plus récemment, on a commencé à développer des nouvelles thématiques, et notamment le sujet de test d'Asna, où on va, disons, s'inspirer d'auto-assemblages qui existent dans la nature, comme par exemple des virus, pour essayer de créer des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est des thématiques un peu plus récentes dans le groupe. D'accord. Et alors, progressivement, vous avez rencontré toute la communauté de biomimétisme. Vous en connaissiez déjà, puisque là, vous avez organisé le colloque. Donc, c'est venu progressivement. Comment... Alors là, j'avoue que c'est pas vraiment ma communauté à la base. Au cours de mes études, j'ai vraiment changé pas mal de thématiques. Je travaillais sur les plantes avant, après sur les champignons. Et puis les matériaux, c'est venu lors de mon deuxième postdoc quand je suis revenu en France. En fait, on a choisi le biomimétisme parce que donc nous, on est des biologistes et on est entouré de physiciens et de chimistes. Et on a essayé de trouver un peu un terrain qui pouvait intéresser tout le monde. Et on a trouvé que le prisme du biomimétisme, justement, ça pouvait jouer ce rôle-là en essayant de rassembler tout le monde autour de ces questions. Oui, parce qu'on a vu dans l'introduction, on peut aussi bien voir le biomimétisme lorsqu'on est physicien, chimiste. On peut s'inspirer des molécules naturelles, on peut s'inspirer des matériaux naturels. Je crois que Laurent Vona a présenté quelque chose sur la mouillabilité, et on Exactement. Connaît bien l'effet lotus. Voilà, c'est une image assez emblématique de ce qu'est le biomimétisme, mais après, il y a plein de différentes déclinaisons. Et donc, dans le colloque, on a passé en revue... Donc, l'idée, c'était plus d'avoir une vue d'ensemble de ce que c'est le biomimétisme que d'avoir quelque chose d'exhaustif. Et on a essayé de couvrir vraiment différentes thématiques. Donc, on a eu des physiciens, des chimistes, des biologistes. On a même eu, donc à la fin, on va en parler après, donc plutôt un séminaire philosophique, disons, sur comment s'inspirer du vivant pour essayer de transformer la société. Donc, on a vraiment essayé de couvrir tous ces aspects-là pendant le meeting, et pour plutôt avoir une vue d'ensemble de ce que c'était. L'idée derrière, c'était aussi de briser un peu les barrières qu'il y a entre les disciplines et de créer un peu des discussions entre physiciens, chimistes et même artistes pour essayer de créer une synergie et peut-être des nouvelles collaborations. C'était l'esprit du meeting, on va dire. J'ai vu là dans les thématiques, il y a aussi des objets qui ont certains mouvements. Il y avait des systèmes qui roulaient.
un peu à la façon de spaghetti, enfin, d'après ce que j'avais vu. Oui, alors ça, c'est un talk d'Igor Kulic. Oui, voilà, donc, c'est ça. Donc lui, il essaie de comprendre un peu comment sont générés ces mouvements. Et bien sûr, ça peut avoir des applications pour créer des robots, disons, des robots mous, comme on dit. Oui, Voilà, la soft robotique. Exactement. Oui. Donc, il y a ça, il y a les nageurs, il y a des systèmes qui s'inspirent aussi de micro-organismes avec des flagelles pour pouvoir bouger. Il y a énormément de thématiques comme ça qui tout à fait, s'inspirent. c'est sans limite. Oui, oui. Et dans les conférences, toujours dans les mouvements qui peuvent être créés, il y en a un qui s'inspirait plutôt des plantes carnivores avec... Alors ouais, ça c'était le séminaire de Thomas Speck. C'est ça, c'est ça. Donc lui, il s'inspire vraiment des mouvements des plantes pour essayer de trouver des applications plutôt du coup dans l'architecture, en créant des systèmes autonomes qui vont par exemple bouger en fonction de l'humidité ou de la lumière. Et, donc ça, oui, c'est vraiment... Donc effectivement, on voit qu'aujourd'hui, la notion de biomimétisme va recouvrir donc des champs qui d'habitude étaient un peu séparés, mais souvent dans les colloques, vous avez un type d'intervenant, soit c'est des chimistes, soit des physiciens, mais là, il y avait quand même une grande variété d'intervenants, hein. Il y avait des physiciens, des chimistes, il n'y avait pas de roboticiens. Non. Non. Ah non, ça. Après, on était quand même limité dans le temps, donc oui. on pouvait. En une journée et demie, on avait déjà une quinzaine de séminaires et on a couvert, je trouve, déjà pas mal de sujets différents. Donc c'était assez varié D'accord. le meeting. Et sinon, dans les conférences, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Alors, pas celle d'Olivier, hein, parce que celle-là, on en parlera tout à l'heure, mais dans les thématiques qui semblent vraiment prometteuses et assez nouvelles. Il y avait une conférence super intéressante par une étudiante en thèse, là, avec des particules virales. Oui. À part celle-là. Non, il y a eu plein. Enfin, je pourrais non, pas vraiment en choisir une en particulier. Non, j'ai vraiment aimé justement la diversité. D'accord. Donc, on va passer... Tu veux rajouter quelque chose? Vous voulez rajouter quelque chose sur... Non. C'est la musique. On passe la musique. Ouais, tu peux lancer la musique. Ouais. Alors... Oui, d'accord. Oui, merci. Vas-y, tu peux lancer, Par contre, j'ai pas noté celle qu'on passait maintenant. C'est Chassol, Bird. Oui. Donc, maintenant, nous allons écouter un peu de musique. Bird de Chassol.
Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Bien, merci pour ce morceau de musique qui rappelle quand même que le biomimétisme, c'est aussi l'inspiration que nous donne la nature. Les oiseaux en musique, c'est un peu une évidence, mais ne croyez pas que c'est les seuls qui nous inspirent pour faire de la musique. Nous venions de parler de champignons musicaux et de plantes que l'on caresse et qui émettent des sons. C'est Cénocosme, un groupe d'artistes qui propose cela. Mais revenons plutôt à des scientifiques de Mulhouse. Et parmi ceux qui ont présenté leurs travaux à ce colloque, nous avons Asna Mayouf, qui est doctorante. Alors, vous êtes doctorante dans le laboratoire de Laurent Piochot. Vous êtes en quelle année de thèse ? Alors, bonjour Carole. Je suis en 2e année actuellement. J'ai commencé ma thèse en octobre 2021. D'accord. Oui, donc c'était la première fois que vous présentiez oralement vos travaux ? Non, pas la première fois. L'année dernière, j'ai fait une première présentation dans une conférence internationale à Bordeaux, donc sur le domaine des biomatériaux. Et c'était la première fois où j'avais fait une présentation dans une conf internationale. Alors c'est vrai que nos auditeurs sont peut-être pas tous habitués à ce que veut dire présenter dans une conférence internationale, mais c'est quand même un des moyens principaux qu'ont les chercheurs de faire non seulement connaître leurs travaux, mais également de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans des domaines similaires. Et c'est un passage obligé quand on est en recherche. Alors moi j'aimerais tout d'abord savoir un peu d'où vous venez. Comment vous êtes arrivé à l'UHA ? Comment on rentre dans un groupe à la frontière comme ça entre la biologie et la physico-chimie ? Alors, moi, de base, j'ai fait une licence et un master en biologie cellulaire et moléculaire à l'université de Cergy, dans le Val d'Oise. Et durant ma dernière année de master 2, j'ai réalisé un stage de 6 mois au laboratoire IS2M de Mulhouse. Donc c'est un stage que j'ai eu de mes enseignants à la fac qui m'ont transmis le sujet. Et le sujet m'a beaucoup intéressée et j'ai toujours été curieuse de savoir un peu plus comment la recherche scientifique fonctionne. Et du coup, je voulais faire un stage dans le milieu de la recherche publique pour voir si ça me plaît et si après ce stage-là, je voulais faire une thèse ou pas. Donc c'est ce qui est arrivé. D'accord. C'est vrai que la recherche implique quand même beaucoup de mobilité nationale, voire internationale, n'est-ce pas, Laurent ? Voilà. Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de votre sujet de recherche. Alors, autant quand on est en poste permanent, on va avoir une vision un peu plus globale sur plusieurs projets. Par contre, quand on est doctorante, quand on prépare une thèse, on a son sujet et on devient l'hyper spécialiste. Donc, vous nous expliquez un peu ? Ouais, c'est ça. On devient pendant 3 ans, on travaille sur un sujet. Et moi, mon sujet de thèse, c'est de développer des particules pseudovirales artificielles, qu'on appelle VLP, dans le but de contrôler le comportement des cellules. Donc ces particules, ce sont des auto-assemblages protéiques dérivés de la nature. Et on peut récupérer la protéine qui code la structure protéique de ces virus en laboratoire. Et ces virus produits artificiellement sont non pathogènes. Et du coup, c'est déjà utilisé pour développer des vaccins, mais assez peu utilisé dans le domaine des biomatériaux. Donc le but de ce sujet, c'est d'utiliser la structure protéique de ces virus pour concentrer à la surface des molécules à l'échelle nanométrique, pour mimer les interactions moléculaires à l'échelle nanométrique qu'on retrouve dans les tissus. Alors, ce sont des virus, mais non pathogènes. C'est certain, ça. Oui, ils sont produits en laboratoire. Donc, on contrôle, entre guillemets, la production parce qu'ils sont designés génétiquement en laboratoire. Donc, on choisit la séquence, la séquence qui code pour la protéine de la structure virale. Et on ajoute, par exemple, si on veut faire exprimer à leur surface une molécule d'adhésion pour que les cellules adhèrent, on va justement exprimer du coup ça par des techniques de génétique pour ensuite développer des particules qui vont exprimer à leur surface des molécules spécifiques, comme des molécules d'adhésion. D'accord, c'est une sorte de maquette
à l'échelle du virus qui permet de faire des essais par ailleurs ou j'essaie de... Alors, le but de ce sujet, c'est plus de mimer l'interaction moléculaire à l'échelle nanométrique. Donc, les virus font en général entre 10 et 100 nanomètres et les VLP que j'utilise dans ce sujet, ils font 30 nanomètres. D'accord, c'est encore donc, plus... c'est très petit. Et donc, lorsqu'on concentre des molécules à la surface de ces particules, donc c'est vraiment pour mimer à l'échelle nanométrique l'interaction entre les protéines et les cellules. C'est-à-dire que les cellules dans les tissus, elles sont environnées de différentes protéines à l'échelle nanométrique, et les cellules vont interagir avec ces protéines. D'accord. Et donc vous êtes dans le groupe de Laurent et vous interagissez aussi avec les autres sujets du laboratoire, ou c'est plutôt oui. Laurent qui vous interagissez? Donc c'est Laurent qui décide. Voilà, qui voit comment. Non, on discute ensemble. On décide ensemble. D'accord. Et donc. Il y a beaucoup d'interactions entre les étudiants et oui, ils ne sont pas cantonnés à leur propre sujet. Ils débordent un peu sur le sujet des autres et ils aident. Par exemple, la SNA elle a des compétences en imagerie. Donc quand il y a d'autres étudiants qui ont besoin de faire des images, elle va les aider. Et voilà, c'est un travail d'équipe. D'accord. Non, mais ça c'est important aussi de rappeler que c'est une période un peu particulière, la thèse. On a son sujet de recherche, mais en réalité, on appartient à une équipe. C'est un peu pour ça que je voulais que vous nous expliquiez un peu comment ça se passe. Bien, écoutez, là, on va peut-être passer le deuxième petit morceau de musique avant de passer à la suite du colloque avec des choses plus philosophiques. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Chill of night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Nous venons d'écouter Spider-Man de Michael Bublé. Côté biomimétisme, évidemment, nous avons pensé à ça.
Continuons sur le colloque. On vous en a parlé déjà 2-3 fois. On a évoqué un certain Olivier Hamon, qui est biologiste, mais qui a fait une conférence quand même un petit peu particulière, puisqu'il il a été du côté plutôt de la philosophie, de la sociologie et de réflexion plus générale. D'ailleurs, il est auteur d'un essai qui s'appelle « La troisième voie du vivant ». Et nous avons eu la chance d'aller l'interviewer directement à la sortie de sa conférence. Et je vous invite maintenant à écouter cette interview. Bien, bonjour Olivier Hamon. Vous avez participé à l'IS2M Annual Meeting et vous avez présenté une conférence sur la thématique du biomimétisme, mais d'une manière un peu originale, puisque c'était une conférence de biologistes, puisque vous êtes biologiste, mais qui parlait quand même beaucoup de société et d'organisation de la vie sociale. Vous pouvez nous en dire plus? Absolument, absolument. En fait, dans le biomimétisme, en fait, souvent on dit, on prend des choses de la biologie pour un peu augmenter la vie sociale, c'est-à-dire avoir des technologies plus performantes, des choses comme ça. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt plaqué des dogmes sociaux sur la biologie. Et typiquement, on pense que les êtres vivants sont performants, sont terroristes, presque, on pourrait dire comme ça, sont des chaînes métaboliques, le vocabulaire aussi, hein, les gènes maîtres, tout ça, tout ce vocabulaire qui donne un petit peu l'impression que le vivant, c'est quelque chose qui est très performant. Et en fait, si on regarde vraiment le vivant pour ce qu'il est, donc si on fait du biomimétisme profond, on se rend compte surtout que le vivant n'est pas performant, mais qu'il est robuste. Et la question de la robustesse, à mon avis, c'est celle-là qui doit éclairer la société. Alors ça, effectivement, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on nous dit tout le temps. Il faut être efficace, on nous demande d'être... on cherche des systèmes de plus en plus... même au niveau énergétique, on parle d'efficacité énergétique. Alors, est-ce que c'est la bonne voie ou est-ce... Alors, je pense en fait qu'il faut arrêter complètement l'efficacité. Hein. Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est à l'hôpital. Donc, si je dois aller aux urgences, j'espère que le médecin ou l'infirmier ou l'infirmière va être quelqu'un qui sera efficace, efficient, parce que là, il va falloir être soigné rapidement. Là, c'est une question de vie ou de mort. Là, ok, là, il faut de l'efficacité. Par contre, dire qu'il faut tout le temps être efficace, qu'il faut tout le temps être performant, en fait, non, ça fatigue tout le monde et à la fin, c'est pas très robuste, ça fragilise le système complètement. Donc en fait, c'est vrai que ça va un petit peu contre le discours dominant, mais en fait, je vais pas dire que c'est du bon sens, mais c'est un peu c'est une adaptation à un monde qui change tout le temps. Dans un monde qui change, il faut surtout pas s'enferrer dans une voie étroite. Il faut pas être dans l'optimisation, il faut au contraire ouvrir le champ des possibles. Alors, en écoutant un peu ce que vous avez raconté ce matin, j'ai l'impression que la façon d'envisager cette structuration du vivant, vous pouvez même l'appliquer à du management ou à d'autres systèmes sociaux. C'est surtout ce qui est intéressant. Vous sortez du domaine scientifique classique, des sciences dites dures, pour aller plutôt au niveau de la sociologie ou de l'organisation des systèmes humains. Alors ça j'y crois beaucoup. Et après, bon, évidemment, dans le passé, on a fait des erreurs comme ça, de plaquer des théorèmes biologiques sur la société. Hein. Darwinisme social. Voilà, darwinisme social. Mais alors ce qui est intéressant dans le darwinisme social, c'est qu'en fait, on a plaqué un dogme social sur une théorie biologique qui était mal comprise. Darwin n'a jamais dit que ce sont les plus performants qui sont sélectionnés. Darwin, il a dit, ce sont les êtres vivants qui ont des caractères satisfaisants qui sont sélectionnés. Donc en gros, quand on a la mention passable, si on a 10 sur 20, on passe les millions d'années. Il ne faut pas avoir 20 sur 20 pour passer les millions d'années. Et en fait, le darwinisme social, ça dit beaucoup de notre obsession pour la performance, ça ne dit rien ça ne dit rien du vivant, finalement. C'est encore une fois, on a inversé les choses. Donc, ce que j'essaie de faire, moi, avec cette histoire un petit peu de sociologie vue par le biologiste, c'est très simple, hein, en même temps. Je ne suis pas sociologue, hein, donc je reste à ma place. Hein. Mais c'est de dire que dans la biologie, si on va vraiment au cœur nucléaire de ce que c'est qu'un être vivant, on trouve des tas d'inefficacités, de la redondance, de l'hétérogénéité, des incohérences, et c'est au service de la robustesse, de la capacité d'adaptation. Et ça, c'est vrai pour tout le management, l'école, la recherche, l'économie. Enfin, c'est vrai que c'est une valeur centrale, hein, finalement. En fait, c'est une façon d'être terrien. Sur Terre, les êtres qui vivent sur Terre, ils fonctionnent tous à la robustesse construite contre l'efficacité. Les seuls qui ne font pas ça, ce sont les humains et les parasites. Et je vous remercie pour ces explications.
Bien, merci. Merci, Olivier n'est pas là, mais je voulais demander à Laurent Piochot de réagir un peu à cette interview, parce que la conférence d'Olivier Hamon a suscité pas mal de réactions dans l'auditoire. Oui, c'était un peu l'idée. C'est vrai que quand on est chercheur, on est toujours focalisé sur ces petites questions autour de son sujet de recherche. Et l'idée, c'était un peu de terminer le meeting par une ouverture et lancer un peu un débat philosophique. Et c'est des questions qui nous touchent tous. Ce qui se passe en ce moment, la chute de la biodiversité, et puis aussi le dogme de l'optimisation qu'on a dans la société qui nous pousse à travailler plus sans arrêt, etc. Donc lui, ça a permis un peu de prendre du recul et ça a touché beaucoup de monde. Donc ça, j'étais vraiment content. Donc ça a suscité beaucoup de débats à la fin du meeting et c'était assez animé. Donc je suis assez content de l'avoir invité. J'avais même l'impression qu'il y avait une réflexion même sur le mode de production de la recherche de la part des personnes qui étaient dans la salle. Exactement, parce que sur le système de publication à outrance, de toujours être plus performant et pas prendre le temps en fait d'avoir les bonnes questions. Donc voilà, on a vraiment besoin de se poser des questions sur l'organisation de la recherche et essayer de trouver un autre mode de fonctionnement qui permet justement d'avoir des réflexions un peu en dehors des clous. Et, alors, sur la fin, justement, à la suite de cette conférence, j'ai même senti qu'il y avait une volonté de continuer des discussions plus générales, que ce soit autour de la pensée que développe Olivier Hamon, à savoir arrêter ce culte de l'efficacité à tout prix et aller vers des systèmes plus doux, plus soft. Il y a effectivement aujourd'hui également des philosophes qui réfléchissent à ça. Je pense à Baptiste Morisot qui réfléchit aussi à notre relation au vivant. Il y a des mouvements écologistes, mais en même temps, j'ai peur que ça ne réduise cela qu'à un type de pensée, mais il y a des personnes qui pensent un autre type de progrès sans envisager toujours plus fort, toujours plus vite. Et en recherche, cette pensée-là est un peu encore marginale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça commence un peu à sortir. Voilà, on arrête maintenant de demander le nombre de publications, etc. On demande les meilleures publications aux chercheurs pour être évalués. Donc on commence à changer de dogme, mais c'est pas encore ça. On a encore des réflexes, à essayer de publier à tout prix dans des journaux à très haut facteur d'impact. Ce qui est bien aussi, mais il ne faut pas que ce soit l'unique manière de penser, quoi. Mais au-delà de ça, par exemple, envisager des collaborations avec les sciences, avec la philosophie, ou des collaborations avec le milieu artistique, ça reste encore un peu marginal, alors que dans ces domaines-là, la réflexion sur l'écologie et sur d'autres manières d'envisager qu'est-ce qui est bien pour le progrès global humain et pas simplement l'efficacité. Je dis le progrès de façon générale. Ce n'est pas encore complètement habituel d'avoir des partenariats, par exemple, avec des philosophes. Non, c'est sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on essaye de développer plus au quotidien. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu centré sur notre petit domaine. Et donc c'est pour ça que ce colloque, c'était quand même bien... pour la communauté, donc au niveau de l'Institut, ça a quand même permis de faire une petite pause et les gens, on sentait que les gens avaient besoin de ça, quoi. Oui, c'est quelque chose qui manque. C'est important d'avoir des activités différentes dans la vie. Et justement, comme on est très spécialisé, quand on interagit avec d'autres, ça enrichit énormément les réflexions. Donc maintenant que vous savez bien organiser un colloque, l'an prochain vous organisez quelque chose en partenariat avec les philosophes ou avec les sciences humaines. Exactement, l'idée est lancée. C'est parti. Moi, je suis parti pour. J'aimerais bien faire quelque chose. Là, c'était très axé quand même sur les sciences dures. C'est normal, hein, c'est notre meeting annuel. Oui, donc on est quand même centré sur la physique, la chimie, les matériaux, etc. Mais j'aimerais bien, au niveau de l'université, on peut lancer l'idée, on verra. Peut-être inviter des économistes, par exemple, qui ne pensent pas comme tout le monde. Des économistes atterrés, par exemple. Combiner ça avec... On verra. Hein, bon. L'idée est lancée, mais c'est quelque chose qui serait intéressant de voir au niveau du HA. En tous les cas, la pensée d'Olivier Hamon, personnellement, elle
je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas élargi ou pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas plus souvent des colloques dans lesquels on fait intervenir aussi bien des sciences humaines que des physico-chimistes. Alors ça se fait peut-être un peu plus dans le domaine de la médecine, mais dans le domaine de la physico-chimie, c'est assez rare. Bah, il faut le faire. Il faut le faire, exactement, il faut faire bouger, c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et d'ailleurs, il n'y a plus qu'à écouter Brand New Revolution, The Guts.
Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Donc voilà, nous venons d'écouter Brown Revolution de Guts. Et nous étions en train de parler de possibilités de changer un peu la manière d'envisager le savoir, de travailler en recherche, d'envisager aussi plus d'interconnexion avec d'autres types de connaissances, d'autres modes de production de la connaissance. Alors bien sûr, Olivier Amand, dont nous avons écouté l'interview un peu avant, lui a eu la possibilité d'éditer un livre, de produire un livre pour partager son point de vue sur comment la biologie et comment le vivant devraient plus inspirer nos vies. Mais nous avons eu aussi l'occasion, au cours de ce colloque, d'avoir une performance artistique. Alors il faut dire que l'IS2M Annual Meeting a cela de particulier. Depuis le début, il y a toujours eu la présentation d'un travail artistique, ce qui donne à chaque fois un regard un peu décalé sur le sujet en question. Alors, je vous invite maintenant à écouter l'interview que nous avons pu faire de Sandra et Gaspard Bébier-Valérian à l'issue de leur performance. Donc, le jeudi soir, nous sommes allés les rencontrer et ils vont expliquer ainsi les motivations et comment ils ont travaillé sur cette performance dans laquelle un être étrange, à savoir le blob, va apparaître, le Physarum polycéphalum. Et donc nous sommes allés leur demander ce que c'est pour eux qu'une conférence sur canapé. Bonjour Sandra et Gaspard Bébier-Valérian, vous avez présenté là une performance. Vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche et ce que vous êtes venus faire sur un colloque sur le biomimétisme? La conférence sur canapé, c'est un dispositif qui vise à reproduire une forme de conférence sous forme de spectacle en permettant à un orateur d'exposer une vue, des arguments, des idées, accompagnés d'une création sonore, créée, composée en temps réel et de tout un travail visuel qui vise à travailler avec des objets en temps réel qui peuvent nourrir l'imaginaire. Comment est-ce qu'on en est venu à être invité dans ce contexte et vraiment relatif au biomimétisme? C'est parce que nous avons travaillé préalablement à un projet qui est autour d'une thématique que nous avons intitulée MyCore et qui traite d'une possible myco-remédiation de l'humain. La myco-remédiation, c'est une pratique existante qui est effectivement la remédiation, donc la réparation d'un terrain en utilisant notamment des mycorhizes. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ, c'est un questionnement sur la place de l'humain et sur son lien à l'environnement. C'est tout à fait cela. Et donc la performance est une sorte de compendium et de résumé très condensé de tout ce projet-là qui a été développé à travers plusieurs œuvres. Alors, au niveau de la conférence, moi, une chose m'a marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de représentations issues du milieu scientifique et mêlées à des représentations plus chamaniques, de sorcellerie, un peu comme s'il y avait un mélange des savoirs anciens et des savoirs nouveaux avec des codes de représentation venus de différentes cultures, venus de différents âges. En particulier, il y a une relation assez forte avec la représentation de l'humain dans le taoïsme, où c'est l'observation de la nature qui permet la compréhension de l'humain. C'est vrai que la thématique, c'est le biomimétisme, mais là, on a presque envie de renverser la question. Comprenons l'humain à travers la nature. Donc la science, elle est très importante, et l'humain sans la technique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et dans le même temps, il y a un désir profond de retrouver la nature. Cette nature qui, culturellement, a été séparée de nous. Il y a un grand fantasme, aujourd'hui un grand désir de se retrouver à nouveau lié à elle, parce que quelque part, à mon avis, collectivement, nous sentons que cette séparation, aujourd'hui, n'a peut-être plus lieu d'être, en tout cas est handicapante. Il faut arriver à retrouver une sens. Donc voilà, nous venons d'entendre Sandra et Gaspard Bébier-Valérian nous expliquer un peu leur manière de travailler, mais on a poursuivi encore la discussion et ils ont expliqué comment ils sont fascinés par les méthodes scientifiques et comment eux-mêmes prennent régulièrement des notes
ont un travail quasiment de laboratoire. Et ils ont beaucoup travaillé avec le Physarum polycéphalum. Alors, le doux nom de cette petite bête, c'est bien sûr le blob. Pour ceux qui s'y sont intéressés, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un organisme unicellulaire. Alors, ce qui les a fascinés, c'est que déjà, pendant longtemps, on a cru que c'était une sorte de champignon. Or, aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien. C'est un organisme qui est complexe, qui est hybride, mais qui est en même temps extrêmement simple, mais qui a des comportements très intéressants, qui a tendance à chercher son chemin dans des systèmes complexes. Et ce qu'ont fait Sandra et Gaspard Bébier-Valérian, c'est de proposer au blob de se construire, de se développer autour d'une construction obtenue en impression 3D d'une colonne vertébrale. Et donc, ils ont repris les images du Tao, l'image de la représentation du corps humain dans le Tao, et ils ont essayé de voir si les chemins suivis par le Polysarum polycéphalum allaient retrouver les zones de tension et les points importants présentés dans les livres sur le Tao. Et donc, c'est dans ce sens que pour eux, ce travail montrait comment cet organisme unicellulaire particulièrement simple pouvait devenir une sorte d'agent de remédiation pour la santé humaine. Et c'est assez intéressant de voir comment ils vont rechercher différents types de savoirs et ils les mêlent dans une même fiction, dans cette conférence sur canapé. Dites-moi, Laurent, Laurent Piochot, vous avez pu suivre cette performance. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi en penser parce que je n'ai pas beaucoup de recul sur ce type de... C'était un peu la première fois que je voyais une performance de ce goût-là. C'était très original. Alors j'ai été pas mal sensible à la forme. Donc le fait de combiner une voix avec de la musique très rythmique et très forte et des images en même temps en live, tout ça en live et de combiner ça, je trouvais que c'était vraiment réussi. Après, sur le fond, j'étais un peu moins réceptif. J'ai eu du mal à les suivre sur le moment. Maintenant, avec tes explications, je comprends mieux. Mais voilà, puis voilà, vouer un culte au blob. Ouais, bon, pour moi, le blob, c'est disons, un organisme parmi plein d'autres. Je ne suis pas particulièrement fasciné par... je trouve que c'est très intéressant. Il y a plein de questions scientifiques autour du blob. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a quand même une effervescence autour de cet organisme qui est un peu disons, surenchéri, quoi. Enfin, ça dépasse un peu. Enfin. Alors, je pense que aussi l'engouement vient du fait que le blob est particulièrement simple à avoir chez soi et on peut en faire facilement. Oui, alors, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres organismes sur lesquels il y a plein d'autres organismes qu'on peut avoir facilement chez soi et manipuler. Après, ce qui est intéressant avec le blob, donc c'est un unicellulaire, donc qui atteint une taille macroscopique. Donc ça, il y a plein de questions qui sont liées à ça. Oui, parce qu'on rappelle, on peut partir d'un tout petit morceau de blob et si on le nourrit bien, ensuite il peut faire plusieurs mètres carrés de surface. Hein. Exactement. En plus, c'est quasiment immortel, donc on peut le cultiver pendant, le couper en morceaux et le cultiver pendant des décennies. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est assez impressionnant. Et par contre, il y a un point, alors je n'ai pas eu l'occasion de revenir là-dessus avec les artistes, mais en général, le blob, on le voit sur des surfaces planes, alors que là, en 3D, sur des surfaces complexes, je ne sais pas comment il s'est comporté. Alors, je ne pense pas qu'il ait repéré les points de Tao, les points de force, mais c'est vrai que l'histoire est jolie, de s'imaginer qu'il va pouvoir se placer au point sensible. C'est ça qui est fort avec les artistes, c'est que comparé à nous, voilà, ils n'ont pas l'obligation de rigueur scientifique, ils peuvent se laisser aller à la poésie. Voilà, nous on est un peu contraints de rester cartésien, d'avoir disons des raisonnements bien construits. Bon, eux aussi ils ont des raisonnements construits, hein, mais disons qu'ils ont beaucoup plus de liberté. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange avec des artistes, notamment quand on leur montre notre travail. Ça permet souvent d'avoir un nouvel angle de vue et peut-être aussi de revisiter des résultats. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir
ces échanges-là pendant les meetings de l'IS2M. Voilà. Oui, c'est alors avoir des artistes dans les discussions. C'est vrai qu'eux se montrent toujours très intéressés par les résultats scientifiques. Et il y a toujours le côté que que les scientifiques vont s'interdire, à savoir et si, ou alors quand on le fait, ça va être sous couvert d'une fiction, sous couvert d'un essai philosophique, sous couvert d'autres choses. Mais en général, au sein du laboratoire, le « et si », on n'a pas le droit de le dire tant qu'on n'a pas la preuve. Ou cette hypothèse, on ne peut pas... Voilà, c'est un peu cette liberté que peuvent prendre. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ils ne sont pas soumis à ces obligations-là. Bon, après, nous, on se permet quand même de divaguer aussi de temps en temps. De temps en temps. Mais il ne faut pas le dire officiellement. Ouais. Eux, en plus, ils peuvent le dire. Ouais. D'accord. Et au sein de votre groupe, vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec des artistes dans... Pas vraiment, non. Parce qu'il y en a déjà eu au sein de l'IS2M. Il y en a plusieurs qui ont déjà travaillé dans les laboratoires. Hein. Oui, là, je ne saurais pas trop... D'accord, il y avait eu Brice Amarkodja, le dernier en date qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai que... J'avais pas trop eu d'interaction. Oui, les artistes qui passent dans les laboratoires, on commence à être habitués à l'UHA. Alors ça, c'est aussi une thématique dont on pourrait parler un peu plus longuement. Je vois que finalement, nous allons avoir plein de sujets à aborder pour les prochaines émissions, voire même refaire des colloques sur ces relations sciences, philosophie, sciences et art. Il y a beaucoup à dire. Ben, j'espère. Eh bien, je vous remercie en tous les cas. Merci Asna, merci Laurent pour ces retours sur ce colloque sur le biomimétisme. Et donc, au plaisir de se revoir avec de nouvelles histoires à raconter sur les relations entre la science dure et rigide, et puis les autres modes de pensée inspirés par la troisième voie du vivant. Merci. Merci, Carole. Merci à vous. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche, point de vue sur la vie des laboratoires de l'UHA, est une émission produite par le service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Haute-Alsace en collaboration avec Radio MNE, coordonnée par Isabelle Lefebvre, chargée de l'action culturelle, et Laurent Vona, enseignant-chercheur. Avis de recherche, une émission de Carole Écoffé,